Les ingénieurs qui ont coulé le premier béton de cette centrale sont aujourd'hui à la retraite, ou 6 pieds sous terre. Ceux qui scelleront le dernier fût de déchets radioactifs et qui fermeront la grille du site pour la dernière fois, dans 30 ou 40 ans, sont probablement encore à l'école primaire à l'heure où je vous parle. C'est le paradoxe temporel absolu du nucléaire. Nous avons construit des cathédrales d'énergie en moins d'une décennie, portées par l'urgence pétrolière et la foi dans le progrès. Mais pour les effacer, il nous faudra un demi-siècle. Le démantèlement n'est pas la fin de l'histoire. C'est une histoire à part entière, plus longue, plus coûteuse et techniquement plus complexe que la construction elle-même. C'est l'ingénierie de la patience et de la destruction contrôlée. Actuellement, environ 200 réacteurs dans le monde sont à l'arrêt définitif. Ils sont là, silencieux, comme des géants endormis au bord des fleuves ou des océans. Ils ne produisent plus un seul watt d'électricité, mais ils consomment encore des millions d'euros chaque année, simplement pour ne pas devenir dangereux. On appelle cela le poids mort du parc nucléaire. Et ce poids va s'alourdir. La génération pionnière, celle des années 70 et 80, arrive en fin de course. Le mur du démantèlement est devant nous, et nous commençons à peine à réaliser à quel point il est haut. L'erreur fondamentale a été de croire que démanteler serait l'inverse de construire. Sur le papier, cela semble logique. On a assemblé des tuyaux, des pompes et une cuve. Il suffit de les désassembler. C'est faux. Quand vous construisez, les matériaux sont propres. L'acier est inerte. Le béton est sain. Vous pouvez envoyer des ouvriers souder les tuyaux à la main. Vous pouvez marcher dans le bâtiment réacteur en chemise. Mais après 40 ans de bombardements neutroniques, la machine a changé de nature. La matière, elle-même a muté. L'acier de la cuve est devenu radioactif dans sa masse. Le béton a été activé. Les tuyaux sont tapissés d'oxyde métallique qui crachent des rayons gamma. Vous ne pouvez plus envoyer d'hommes. Vous ne pouvez plus toucher. Vous devez inventer des robots pour aller là où la vie est impossible. Pour découper des pièces que vous ne pouvez pas voir directement. Le tout en évitant à tout prix de disperser la moindre poussière. Car une poussière radioactive dans un poumon, c'est un cancer. Et une poussière radioactive hors du confinement, c'est un scandale national. Tout commence par une seconde précise, le moment T0. Dans la salle de commande, l'ordre de l'arrêt définitif est donné. Ce n'est pas un arrêt de maintenance classique, c'est un arrêt sans retour. L'opérateur baisse les barres de commande. La réaction en chaîne s'effondre. La puissance thermique chute brutalement. À cet instant, la centrale cesse d'être une usine à électricité pour devenir un chantier de déchets nucléaires. Mais le danger, lui, est à son comble. Contrairement à une idée reçue, on ne commence pas à démanteler le lendemain matin. C'est physiquement impossible. Le cœur du réacteur est encore une fournaise. Même sans réaction en chaîne, le combustible usé, l'uranium et le plutonium, dégagent une chaleur résiduelle phénoménale. Si on coupait l'eau de refroidissement à ce moment-là, le cœur fondrait en quelques heures, exactement comme à Fukushima. Pendant les 3 à 5 premières années, il ne se passe donc rien de visible de l'extérieur. C'est la phase de refroidissement. Le combustible doit rester sous l'eau, dans la cuve, puis être transféré dans la piscine de désactivation attenante au bâtiment réacteur. C'est l'opération la plus critique de tout le processus. Tant que le combustible est là, 99,9% de la radioactivité du site est concentrée dans quelques mètres cubes. Le transfert, les assemblages combustibles, est une opération de haute voltige. Chaque assemblage pèse près de 500 kg. Il faut le saisir avec un grappin télécommandé, le soulever hors du cœur, mais toujours, impérativement, le garder immergé sous plusieurs mètres d'eau. L'eau fait écran. Si vous sortez un assemblage à l'air libre quelques secondes, le rayonnement est tel qu'il tuerait instantanément toute personne présente dans le hall. Et l'électronique des robots grillerait sur place. Une fois le combustible évacué vers la piscine, le réacteur est déchargé. La tension retombe d'un cran. Le risque d'accident nucléaire majeur, la fusion du cœur, disparaît. L'autorité de sûreté peut alors déclasser l'installation. On ne parle plus d'INB,
installations nucléaires de base, en production, mais d'installations en démantèlement. Mais maintenant, nous nous retrouvons face à la carcasse. Et c'est là que deux écoles de pensée s'affrontent violemment. Une bataille qui est autant économique que technique. La première école est celle du démantèlement différé, Safe Store. C'est la méthode préférée des Britanniques et historiquement de certains opérateurs américains. L'idée est cynique mais physique. Le temps travaille pour nous. La radioactivité décroît naturellement. Le cobalt-60, principal responsable du rayonnement gamma dans les tuyauteries, a une demi-vie de 5,27 ans. Cela signifie que tous les 5 ans, la radioactivité est divisée par 2. Si vous attendez 50 ans, la radioactivité aura été divisée par 1000. La stratégie consiste donc à vider le combustible, à souder toutes les portes, à mettre des gardes et des caméras, et à attendre. On laisse le monstre dormir un demi-siècle. L'avantage, c'est moins cher tout de suite. Les robots auront moins de blindage à porter, les ouvriers prendront moins de doses. L'inconvénient, c'est un pari risqué sur l'avenir. Qui nous dit que dans 50 ans, l'entreprise existera encore pour payer? Qui nous dit qu'on aura encore les plans de la centrale? Pire, qui nous dit qu'on aura encore la compétence? Des ingénieurs qui connaissaient les secrets de construction. Ah oui, ce tuyau, on l'a dévié au dernier moment, il n'est pas sur le plan. Seront morts. On lègue le problème et la facture à nos petits-enfants. C'est éthiquement discutable. La deuxième école, celle choisie par la France, EDF, l'Allemagne et le Japon, est le démantèlement immédiat. On attaque tout de suite. Dès que le combustible est parti, on commence à couper. L'argument est de dire « nous avons l'argent maintenant, nous avons les compétences maintenant, et nous ne voulons pas laisser de friches industrielles radioactives à la génération suivante ». C'est plus noble, mais c'est un défi technique infiniment plus brutal. Il faut affronter la radioactivité de face, sans attendre qu'elle s'éteigne. Prenons le scénario du démantèlement immédiat. Le combustible est parti, la piscine est vide. Il reste le circuit primaire. C'est la tuyauterie noble de la centrale. Celle qui a vu passer l'eau à 300 degrés et 155 bars de pression directement au contact de l'uranium. Ces tuyaux sont en acier inoxydable épais. Ils sont intacts mécaniquement, mais à l'intérieur, c'est l'horreur radiologique. Pendant des décennies, l'eau a corrodé infimement le métal. Des particules microscopiques de métal se sont détachées, sont passées dans le cœur, se sont activées sous le flux de neutrons, devenant radioactives, et sont venues se recoller sur les parois des tuyaux. On appelle cela le CRUD, Chalk River Unidentified Deposit, un vieux terme des années 50. C'est une couche de rouille radioactive, noire et tenace. Tant qu'elle est là, personne ne peut approcher des tuyaux pour les découper. Le rayonnement gamma traverserait votre corps comme du papier. Il faut donc lessiver l'intérieur de la centrale. C'est la première grande phase industrielle. La décontamination chimique complète du circuit primaire. Full System Decontamination, FSD. Oubliez le Karcher. Ça ne suffirait pas, et ça créerait des éclaboussures mortelles. On utilise la chimie douce mais agressive. On injecte dans les circuits, en boucle fermée, des acides spécifiques, souvent de l'acide oxalique ou permanganique, chauffé à 90 degrés Celsius. Le but est de dissoudre la couche d'oxyde sans attaquer le métal du tuyau lui-même pour ne pas créer de fuite. C'est un équilibre précaire. On fait circuler cette soupe acide pendant des jours. Elle se charge en radioactivité. Le liquide devient noir, chargé de cobalt, de manganèse, de nickel radioactif. Ensuite, il faut nettoyer cette soupe. On la fait passer sur des résines échangeuses d'ions. Ce sont des petites billes de polymère qui piègent les atomes radioactifs. Le résultat est magique. L'acide ressort propre et toute la radioactivité qui tapissait des kilomètres de tuyaux se retrouve concentrée dans quelques mètres cubes de résine. Mais attention, ces résines sont maintenant des déchets haute activité. Elles sont brûlantes de radioactivité. Il faut les vitrifier ou les cimenter et les envoyer dans des bunkers spécialisés.
Une fois le circuit rincé, le bruit de fond radiologique baisse drastiquement. On peut faire entrer les humains. Enfin, pas n'importe comment. L'ouvrier du démantèlement est un cosmonaute. Il porte une tenue blanche en Tyvek, le Mururoa, étanche aux poussières. Il porte un masque à gaz intégral ou une cagoule ventilée alimentée en air propre par un tuyau dans le dos. Il porte 2 paires de gants scotchés. Il porte un dosimètre passif, qui mesure la dose légale, et un dosimètre opérationnel, qui sonne s'il prend trop de doses d'un coup. Leur ennemi n'est pas la chaleur, ni le poids. C'est l'invisible. Leur travail consiste à découper des kilomètres de tuyauterie, de câbles, de passerelles. C'est la phase de démantèlement des périphériques. Le problème, c'est la technique de coupe. Si vous utilisez une meuleuse d'angle classique sur un tuyau contaminé, vous projetez des milliers d'étincelles et de poussières dans l'air. Chaque particule est une source radioactive. Vous contaminez toute la pièce. C'est le scénario catastrophe pour la radioprotection. On utilise donc des techniques froides ou confinées. La scie sabre est très utilisée. C'est lent, ça vibre, c'est épuisant, mais ça fait de gros copeaux qui tombent au sol au lieu de voler. La cisaille hydraulique, une énorme pince qui croque le métal. Pas de poussière, mais il faut de la place. Si on doit utiliser des techniques thermiques, torche plasma, lance thermique, on doit construire un sas autour de la zone de coupe. On bâtit une tente en vinyle autour du tuyau, on la met en dépression, on aspire l'air vers des filtres absolus, et l'opérateur travaille à l'intérieur de la tente. C'est lourd. C'est lent. Pour couper un tuyau de 10 mètres, il faut parfois 2 jours de préparation, 1 heure de coupe et 1 jour de nettoyage. C'est ici que l'on commence à comprendre pourquoi le budget explose. Dans le BTP classique, on paie pour l'efficacité. Dans le démantèlement, on paie pour la lenteur. La sécurité ralentit tout. Chaque outil qui entre dans la zone contrôlée est considéré comme contaminé. Il ne ressortira probablement jamais. Ou alors, il faudra payer des heures de nettoyage pour le décontaminer. Souvent, il est moins cher de jeter la perceuse à la poubelle nucléaire que de la nettoyer. On consomme du matériel à une vitesse folle. Et puis, il y a la gestion des déchets. C'est l'obsession logistique du chantier. Chaque boulon, chaque bout de câble, chaque chiffon doit être trié. Est-ce un déchet conventionnel ? Il va à la décharge classique. Est-ce un déchet TFA ? Très faible activité ? Il part, France, au centre de l'Aube, pour être stocké en surface. Est-ce un déchet FMA ? Faible et moyenne activité. La caractérisation est un enfer. Des techniciens passent leur journée avec des sondes à scanner des sacs poubelles. Si vous mettez un boulon radioactif dans une poubelle classique et que le portique de détection de la décharge sonne, c'est un incident déclaré à l'autorité de sûreté nucléaire. L'amende est lourde, l'arrêt de chantier est immédiat. Alors, par prudence, on a tendance à tout considérer comme radioactif. Ce qui remplit les centres de stockage inutilement et coûte une fortune, le stockage nucléaire coûte 10 à 100 fois plus cher que le stockage industriel. Après 5 ou 6 ans de ce travail de fourmi, le bâtiment réacteur a changé de visage. Il est vide. Les passerelles ont disparu. Les pompes primaires, des monstres de 100 tonnes, ont été extraites. Les générateurs de vapeur, des échangeurs de chaleur hauts comme des immeubles, ont été sortis. Souvent en découpant un trou dans le dôme de béton de la centrale pour les gruter par le toit. Une opération spectaculaire. Il ne reste plus, au centre du hall vide, que le roi déchu. Le cœur du problème. La cuve. Le Reactor Pressure Vessel, RPV. C'est une pièce d'acier forgée de 300 à 500 tonnes. C'est là que se passait la réaction nucléaire. C'est l'objet le plus radioactif qu'il reste sur le site. Contrairement aux tuyaux que l'on pouvait rincer à l'acide, la cuve, elle, est radioactive dans sa masse. Les neutrons ont tapé si fort pendant 40 ans qu'ils ont modifié la structure atomique de l'acier. Ils ont transformé des impuretés stables en isotopes instables. Le métal lui-même rayonne. Vous ne pouvez pas le nettoyer. Vous devez le découper. Mais comment découper un cylindre d'acier de 20 cm d'épaisseur qui émet une dose létale de radiation par heure,
sans que personne ne puisse s'en approcher à moins de 10 mètres. C'est le défi technologique ultime du démantèlement. C'est là que l'on déploie les robots bouchers. Nous ne sommes plus dans le BTP, nous sommes dans la téléopération de haute précision. Pour attaquer la cuve, on utilise généralement l'eau comme bouclier. On remplit le puits de cuve d'eau jusqu'en haut. L'eau arrête les radiations. Les opérateurs s'installent sur une passerelle au-dessus de l'eau ou dans une salle de contrôle déportée. Ils pilotent des bras robotisés qui descendent sous l'eau. Au bout de ces bras, il n'y a pas de lame. Il y a des outils de découpe exotiques. Soit la découpe plasma d'arc immergé, une torche qui souffle un gaz ionisé à 30 000 degrés. Ça coupe l'acier comme du beurre, mais ça produit une eau trouble, chargée de particules, qu'il faut filtrer en permanence pour y voir quelque chose. Soit la découpe mécanique à grande vitesse, ou même la découpe par jet d'eau abrasif, de l'eau à 4000 bars chargée de sable gros. Soit, plus récemment, le laser de puissance. Le découpage de la cuve est un jeu de Tetris inversé. On ne coupe pas au hasard. On doit découper des morceaux qui ont exactement la taille des conteneurs de déchets blindés qui attendent à côté. Si le morceau est trop grand, de 2 cm, il ne rentre pas. Si on le recoupe, on perd du temps et on use l'outil. Chaque morceau extrait est classé déchet MAVL, moyenne activité à vie longue, ou HA, haute activité, pour les pièces internes les plus proches du cœur. Ces déchets-là sont un casse-tête politique. Ils sont trop radioactifs pour les centres de surface. Ils doivent attendre un stockage géologique profond, comme le projet CIGEO à Bure en France. En attendant, ils sont stockés dans des emballages en béton ou en fonte, entreposés sur le site ou dans des hangars temporaires. C'est le parking des objets maudits. Cette phase de découpe de la cuve est la plus lente. Elle peut durer 2 à 3 ans. C'est une danse lente sous l'eau. Parfois, le robot se coince. Parfois, un câble hydraulique pète et contamine l'eau avec de l'huile. Il faut alors envoyer un autre robot pour réparer le premier robot. C'est l'enfer de la téléopération. Quand ça casse, vous ne pouvez pas y aller avec une clé à molette. Mais supposons que nous ayons réussi. La cuve est en morceaux. Les morceaux sont dans des fûts blindés. Les fûts sont partis. Le bâtiment réacteur est maintenant une coquille vide. Un grand cylindre de béton gris. Est-ce fini? Non, car le béton lui-même a été attaqué. Les neutrons, ces particules neutres et vicieuses, traversent l'acier. Ils sont allés frapper le mur de béton qui entourait la cuve, le mur de protection biologique. Ce béton est activé. Il contient du tritium, du carbone 14, de l'europium. On ne peut pas le démolir à l'explosif. On ferait un nuage de poussière radioactive qui se déposerait sur les villages voisins. Il faut gratter le béton. On utilise des fraiseuses géantes, des robots scolopendres qui vont tous au mur et qui rabotent le béton centimètre par centimètre. On aspire les gravats à la source. C'est un travail de patience infini. Il faut mesurer en permanence. Est-ce que c'est encore radioactif ici? Oui. On gratte encore 5 centimètres. Et là? Non, c'est bon. On génère des milliers de tonnes de gravats qu'il faut, encore une fois, mettre en sac, contrôler, tracer. C'est seulement quand le dernier mètre carré de béton a été contrôlé, propre, que l'on peut appeler les bulldozers classiques. La fin du chantier ressemble à une démolition banale. Les tours aéro-réfrigérantes tombent, les bâtiments administratifs sont rasés, on remet de la terre, on plante de l'herbe. L'objectif officiel est le Greenfield, le retour à l'herbe. On doit pouvoir construire une école maternelle ou faire paître des vaches là où se trouvait le cœur du réacteur. C'est la promesse. Mais la réalité économique vient souvent tempérer cet idéal. Atteindre le Greenfield coûte une fortune pour aller chercher des derniers becquerels dans le sol. Souvent, on s'arrête au brownfield, usage industriel. On dit « Ok, c'est propre, mais on ne va pas y faire pousser des tomates. On va construire une autre usine ou une autre centrale. » Et il reste la question qui fâche. Combien ça coûte vraiment? L'industrie nucléaire a longtemps sous-estimé ce coût. Dans les années 80, on disait 10% ou 15% du coût de construction. L'expérience montre que c'est faux. Le démantèlement de la centrale de Brennilis en Bretagne, un petit prototype pourtant, dure depuis 1985 et n'est toujours pas fini. La facture a explosé.
Aux États-Unis, le démantèlement de Connecticut Yankee a coûté plus cher que sa construction, en dollars constants. Pourquoi cette dérive? Parce qu'on découvre toujours des surprises. Une fuite ancienne dans le sol qu'on avait oubliée, l'amiante partout. Les centrales des années 70 en sont pleines. Des normes de radioprotection qui se durcissent tous les 10 ans, ce qui était propre en 1990 est considéré sale en 2020. L'argent du démantèlement est censé être provisionné. Les opérateurs, EDF, Engie et ON, mettent de l'argent de côté sur chaque kilowattheure vendu pendant la vie de la centrale. C'est le principe du pollueur-payeur. Mais ces fonds sont des placements financiers. Si la bourse s'effondre, ou si les taux d'intérêt restent bas trop longtemps, l'argent n'est plus là. Il y a un risque réel que dans 30 ans, face à l'explosion des coûts, les opérateurs fassent faillite ou se restructurent pour isoler ces dettes toxiques dans des structures publiques, des bad banks. Au final, c'est souvent l'État, donc le contribuable, qui devient l'assureur en dernier ressort. Le démantèlement nucléaire est l'école de l'humilité. Nous avons appris à maîtriser la fission de l'atome quelques années. Mais nous mettrons un siècle à apprendre comment nettoyer derrière nous. Chaque centrale démantelée est un prototype. On apprend. On invente de nouveaux robots. On optimise. Mais une chose est sûre, l'énergie nucléaire n'est pas seulement une technologie de production, c'est un pacte avec le temps. Quand vous allumez la lumière chez vous grâce à l'atome, vous contractez une dette envers le futur. Une dette de béton, d'acier et de sueur qu'il faudra rembourser, boulon par boulon, bien longtemps après que la lumière se soit éteinte. La prochaine frontière du démantèlement n'est plus technique, elle est sociale. Que fait-on de tous ces déchets? Personne n'en veut dans son jardin. Les stockages saturent. Nous savons détruire la machine, mais nous ne savons toujours pas où cacher le cadavre. Et tant que cette question ne sera pas réglée, le cycle du nucléaire restera un cercle ouvert, une parenthèse que nous n'arrivons pas à refermer. Si le démantèlement d'un réacteur à eau pressurisée classique ressemble à une opération de chirurgie lourde, s'attaquer aux dinosaures de l'ère atomique relève de l'archéologie de l'extrême. Car avant de standardiser le parc nucléaire, les ingénieurs des années 50 et 60 ont tout essayé. Ils ont joué aux apprentis sorciers avec des technologies exotiques qui aujourd'hui reviennent nous hanter. Prenons le cas des réacteurs de la filière uranium naturel graphite gaz, UNGG. La France en a construit 6, le Royaume-Uni en a plein ses côtes. À l'époque, c'était le nec plus ultra. Pas besoin d'enrichir l'uranium et on utilise du graphite, du carbone pur, pour modérer la réaction. Le problème? Le graphite. Démanteler un cœur UNGG, c'est s'attaquer à un empilement de milliers de briques noires, pesant des centaines de tonnes. Mais ce n'est pas n'importe quel graphite, c'est un matériau poreux qui a stocké pendant des décennies 2 choses terrifiantes. D'abord, de l'énergie Wigner. C'est une énergie latente, accumulée dans la structure cristalline du carbone sous l'effet des radiations. Si on chauffe ou si on frotte trop fort ces briques lors de la découpe, cette énergie peut se libérer brutalement sous forme de chaleur. Le risque? Que le cœur prenne feu. Un incendie de graphite radioactif est impossible à éteindre. C'est ce qui a brûlé pendant 10 jours à Tchernobyl. Ensuite, le carbone 14. Un isotope radioactif à vie longue, 5700 ans. En grattant ou en coupant les briques, on génère des poussières fines, inflammables et hautement contaminantes. Pour ces réacteurs, on ne peut pas remplir la cuve d'eau comme pour les réacteurs modernes, car la structure n'est pas étanche. On doit démanteler à sec, dans l'air. C'est infiniment plus complexe. Il faut concevoir des robots aspirateurs géants, travailler sous atmosphère inerte, azote, pour éviter le feu, et gérer des volumes de déchets monstrueux. Cette raison qu'EDF a annoncé, en 2001, qu'il faudrait plus de temps que prévu. Initialement, on pensait tout plier en 2025. Aujourd'hui, on parle de 2100. On a repoussé le problème d'1 siècle. Pourquoi? Parce qu'on attend que la technologie robotique progresse, et surtout, parce qu'on ne sait pas encore quoi faire de tout ce graphite irradié.
Aucun centre de stockage n'est prêt à l'accueillir. Et puis, il y a le cauchemar chimique, les surgénérateurs, le fameux superphénix. Ici, l'ennemi n'est pas seulement la radioactivité, c'est le sodium. Ce métal liquide servait à refroidir le réacteur. C'est un fluide caloporteur génial thermiquement, mais diabolique chimiquement. Au contact de l'eau, il explose. Au contact de l'air, il s'enflamme. Quand on a arrêté Superphénix, on s'est retrouvé avec 5500 tonnes de sodium liquide dans la cuve. Une bombe chimique potentielle en attente. Avant même de penser à dévisser le moindre boulon radioactif, il a fallu 6 ans pour vidanger et neutraliser ce sodium. Il fallait le transformer en soude, puis le mélanger à du ciment pour en faire des blocs de béton inertes. On a coulé 37 000 blocs de béton rien que pour se débarrasser du liquide de refroidissement. C'est une usine chimique construite spécifiquement pour détruire une centrale nucléaire. Une fois que la carcasse est dépecée, que le sodium est neutralisé et que le graphite est, théoriquement, géré, nous arrivons au terminus de l'industrie nucléaire, le bout du cycle. La question que tout le monde pose et que personne n'aime entendre, où mettons tout ça ? Il faut bien distinguer 2 types de déchets, car ils ne posent pas le même problème éthique. Les déchets de démantèlement, le béton, la ferraille des tuyaux, sont volumineux, mais peu radioactifs. Leur durée de vie est humaine, 300 ans. Au bout de 3 siècles, ils retrouvent le niveau de la radioactivité naturelle. Pour eux, la solution existe. En France, c'est le centre de stockage de l'Aube. Imaginez d'immenses hangars en béton. On y empile les fûts métalliques et les big bags de gravats. Quand un hangar est plein, on coule du béton par-dessus, on met une couche d'argile, de la terre, et on plante de l'herbe. C'est une colline artificielle, c'est gérable, c'est de l'ingénierie civile. Mais le vrai problème, ce sont les déchets haute activité, HA, et moyenne activité à vie longue, MAVL. Ce sont les morceaux de la cuve, les pièces internes du réacteur et, bien sûr, les résidus du combustible usé vitrifié. Eux, ils sont dangereux pour 100 000 ans, voire 1 million d'années. Aucune civilisation humaine n'a jamais construit quelque chose qui dure 100 000 ans. Les pyramides d'Égypte ont 4 500 ans et elles tombent en ruine. Comment garantir la sécurité d'un déchet sur une échelle de temps géologique ? La réponse de l'industrie est l'enfouissement géologique profond. C'est le projet CIGEO à Bure, en France, ou Onkalo, en Finlande. L'idée est de remettre l'uranium là d'où il vient, sous terre. On creuse des tunnels à 500 mètres de profondeur, dans une couche d'argile très spécifique, stable depuis des millions d'années, imperméable à l'eau. C'est un chantier pharaonique. On construit une ville souterraine conçue pour être scellée à jamais. C'est ici que le démantèlement touche à la philosophie et à la sémiotique. Comment dire aux humains du futur, ne creusez pas ici. Dans 10 000 ans, les langues que nous parlons n'existeront plus. Le symbole trèfle radioactif aura perdu son sens. Si nos descendants trouvent ces tunnels, ils penseront peut-être avoir trouvé un trésor, une tombe royale. En ouvrant les fûts, ils déclencheront une malédiction invisible. Des linguistes, des anthropologues et des artistes travaillent sur ce problème de mémoire. Faut-il construire des monuments hérissés de pics pour faire peur ? Faut-il graver des visages hurlants ? Ou faut-il au contraire tout effacer, ne rien marquer en surface et parier sur l'oubli total ? Le pari de l'oubli semble aujourd'hui privilégié. On espère que si on ne met pas de panneaux interdits, personne n'aura l'idée d'aller chercher du pétrole ou de l'eau dans cette couche d'argile précise. Ce vertige temporel se double d'un vertige financier. Le coût du démantèlement et du stockage final est un sujet tabou. Les estimations varient du simple au quadruple. En France, EDF provisionne environ 350 à 400 millions d'euros par réacteur pour le démantèlement pur. La Cour des comptes est sceptique. En Allemagne, les coûts réels observés sont souvent le double. Mais surtout, qui paie ? C'est le principe du pollueur-payeur. L'argent est prélevé sur votre facture d'électricité aujourd'hui pour payer le nettoyage dans 50 ans. C'est un pari financier risqué,
On parie que les marchés financiers, où cet argent est placé, vont continuer de croître éternellement. Si l'économie mondiale s'effondre, l'argent du démantèlement s'évapore. Et on laissera à nos enfants des friches radioactives sans le sou pour les nettoyer. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis, avec une troisième voie, très pragmatique et un peu effrayante. Le reublisation, mise en gravat, ou le entombment, mise en tombeau. Sur certains sites américains, comme Hanford, héritage militaire, la pollution est telle qu'on a renoncé à tout nettoyer. C'est trop cher, trop dangereux. Alors on confine. On injecte du grout, un coulis de ciment spécial, directement dans les cuves et les tuyaux, sans les démonter. On construit un sarcophage de terre et de béton par-dessus, et on déclare la zone de sacrifice national. C'est une défaite technologique. On admet qu'on ne sait pas remettre le site à l'état naturel. On crée des zones mortes, interdites pour l'éternité, gardées par l'armée. L'Europe refuse pour l'instant cette option. Nous voulons le green field. Mais face à l'explosion des coûts, la tentation du sarcophage pourrait revenir. Enfin, il y a un dernier défi, peut-être le plus critique de tous, la perte de mémoire humaine. Une centrale nucléaire vit 60 ans, son démantèlement dure 20 à 40 ans. C'est un cycle de 100 ans. Aucun ingénieur ne fait une carrière de 100 ans. Quand on commence à démanteler un vieux réacteur, les gens qui l'ont construit sont morts. Les plans papier sont jaunis, incomplets ou perdus. On découvre souvent des surprises de chantier, un tuyau qui ne va pas là où il devrait, une soudure mal faite, de l'amiante non répertoriée. Il faut faire de l'archéologie industrielle. On doit interviewer les anciens avant qu'ils ne disparaissent. Dis-moi, René, tu te souviens comment vous aviez soudé la vanne du circuit auxiliaire en 1982 ? Cette gestion de la connaissance est vitale. Si on perd le mode d'emploi de la machine, le démantèlement devient une exploration à l'aveugle, dangereuse et ruineuse. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Le démantèlement nucléaire est le grand chantier industriel du XXIe siècle. Ce n'est pas un chantier glorieux, il n'y a pas de ruban à couper, pas d'inauguration avec champagne. C'est un travail de l'ombre, sale, lent, ingrat. C'est l'anti-construction, mais c'est le prix à payer pour l'énergie que nous avons consommée. Nous avons vécu à crédit énergétique pendant 50 ans, en profitant d'une électricité bas carbone, abondante et bon marché. Aujourd'hui, le banquier est à la porte, il présente la facture. Et cette facture ne se paie pas seulement en euros. Elle se paie en siècles de surveillance, en tonnes de béton, et en responsabilité morale envers les générations futures. Le mythe de l'énergie propre et gratuite s'arrête ici, devant la porte blindée d'un centre de stockage géologique ou devant la carcasse découpée au chalumeau d'un vieux réacteur. L'atome nous a donné la puissance des étoiles, mais il nous a laissé les poubelles de l'éternité. Et maintenant, c'est à nous de sortir les sacs. Si le démantèlement est un fardeau financier pour les électriciens comme EDF ou Exelon, il est en train de devenir une mine d'or pour une nouvelle catégorie d'acteurs industriels. Une industrie de l'ombre est née, celle des nettoyeurs du nucléaire. C'est un marché mondial estimé à plus de 200 milliards de dollars pour les décennies à venir. Des multinationales entières se spécialisent désormais non plus dans la construction, mais dans la déconstruction. Des géants comme Orano, Westinghouse ou des consortiums du BTP comme Vinci se livrent une guerre commerciale féroce pour décrocher ces contrats titanesques. Leur argumentaire de vente est paradoxal. Nous allons détruire votre usine le plus lentement possible, pour le plus cher possible, mais en vous garantissant qu'on ne fera pas la une des journaux pour un scandale de contamination. Ce nouveau marché stimule une innovation technologique fascinante. Le chantier de démantèlement du XXIe siècle ne ressemble plus à celui d'il y a 20 ans. Il devient un terrain de jeu pour la high-tech et l'intelligence artificielle. La première révolution est celle du jumeau numérique. Avant d'envoyer un homme ou un robot dans une zone rouge, on scanne l'intégralité du bâtiment avec des lasers 3D et des caméras photogrammétriques. On recrée la centrale virtuellement au millimètre près. Ensuite, on y superpose la cartographie radiologique. On obtient une maquette 3D où l'on voit l'invisible. Les radiations apparaissent sous forme de nuages colorés, du bleu, faible, au rouge, mortel. Les ingénieurs mettent des casques de réalité virtuelle, VR,
et répètent l'opération de découpe des centaines de fois dans le monde virtuel. Ils testent. Si je passe le bras du robot par ici, est-ce que je touche le mur? Est-ce que le tuyau hydraulique frotte? C'est comme un chirurgien qui opérerait un avatar du patient avant de toucher le vrai corps. Cette préparation permet d'optimiser le geste pour qu'une fois dans la zone réelle, l'opération dure le moins longtemps possible. Chaque minute gagnée est une minute de dose en moins pour le personnel. La robotique, elle aussi, doit se réinventer. Nous avons tous vu les vidéos impressionnantes des robots de Boston Dynamics, ces chiens jaunes agiles qui courent et sautent. On pourrait penser qu'ils sont parfaits pour le nucléaire. En réalité, le nucléaire est le cimetière des robots sophistiqués. Le problème, c'est l'électronique. Les microprocesseurs modernes sont gravés si finement, quelques nanomètres, qu'ils sont extrêmement sensibles au rayonnement ionisant. Un rayon gamma qui frappe une puce de silicium, c'est comme une balle de fusil dans un disque dur. Ça change des 0 en 1. Le robot plante, gèle ou devient fou. Pour le démantèlement de zones très irradiées, l'intérieur de la cuve ou les débris de Fukushima, on doit faire un choix technologique radical, la régression. Soit on utilise des robots durcis, rad-hardened, avec des puces gravées plus gros, blindées de plomb, très lentes et très chères, technologie spatiale. Soit on utilise des robots purement hydrauliques ou mécaniques, sans cerveau embarqué, pilotés par des câbles depuis l'extérieur. Soit on adopte la stratégie du low-cost, high-volume. Au lieu d'un robot à 1 million d'euros, on envoie des essaims de drones ou de petits robots bon marché imprimés en 3D, en sachant qu'ils vont mourir au bout de 2 heures. C'est le robot kamikaze. Il entre, il cartographie, il meurt, et on en envoie un autre. Cette course à la technologie propre cache cependant une réalité beaucoup plus sale et brutale, qui se déroule loin de nos regards occidentaux. Si l'Europe et les États-Unis tentent de démanteler proprement avec des robots et des jumeaux numériques, existe un endroit sur Terre qui rappelle que le démantèlement peut aussi être géré de manière soviétique. Direction le Grand Nord russe, la péninsule de Kola, la mer de Kara. C'est là que l'URSS a laissé son héritage le plus toxique. Pendant la guerre froide, les Soviétiques ont construit plus de 250 sous-marins nucléaires. C'était une flotte immense. Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, l'argent a disparu. Les sous-marins ont été laissés à quai, à pourrir. Ce n'était pas 1 ou 2 réacteurs. C'étaient des centaines de cœurs nucléaires flottants, dont le métal rouillait dans l'eau salée. Certains ont coulé, avec leur combustible à bord, comme le K-27 ou le K-159. D'autres étaient simplement amarrés, menaçant de contaminer les zones de pêche les plus riches du monde. Le nettoyage de cet héritage a été l'un des plus grands programmes de coopération internationale post-guerre froide. Les Américains et les Européens ont payé des milliards à la Russie pour l'aider à démanteler ses épaves, de peur qu'elles ne finissent par irradier l'Atlantique Nord. La méthode russe est brutale mais efficace. On ne découpe pas le réacteur minutieusement. On découpe le sous-marin en 3 tranches, comme un saucisson. On garde le tronçon central, celui qui contient le réacteur. On soude les 2 bouts pour le rendre étanche, et on le sort de l'eau. Ces tronçons de réacteurs sont ensuite stockés à l'air libre, sur d'immenses dalles de béton dans la baie de Saïda. Si vous regardez sur Google Earth, vous verrez des rangées de cylindres rouillés alignés par centaines. C'est un cimetière de réacteurs à ciel ouvert, juste au cercle polaire. C'est du stockage temporaire, qui risque de durer 1 siècle. C'est la version low-tech et massive du problème. Mais revenons à notre problématique civile. Une fois que nous avons démantelé, trié et stocké, il reste une question économique majeure, le recyclage. Peut-on recycler une centrale nucléaire? C'est un sujet explosif. Une centrale, c'est des milliers de tonnes d'acier et de cuivre. La grande majorité de ce métal n'a jamais été en contact direct avec le combustible. Il est suspect, mais techniquement peu ou pas radioactif. Il y a 2 philosophies mondiales qui s'affrontent ici. Le seuil de libération contre la zonage. L'Allemagne et la plupart des pays du monde appliquent le seuil de libération. Si on mesure le métal et que sa radioactivité est en dessous d'un certain seuil, tellement bas qu'il est indiscernable de la radioactivité naturelle, alors le déchet cesse d'être nucléaire. Il redevient du métal conventionnel. On peut donc fondre l'acier d'une ancienne centrale nucléaire pour en faire des voitures,
des poutrelles d'immeubles ou des casseroles. L'idée peut choquer, mais scientifiquement, un atome de fer est un atome de fer. S'il n'est pas radioactif, il n'y a pas de risque sanitaire. Cela permet de recycler 90% de la masse de la centrale et d'économiser des ressources. La France, elle, a longtemps tenu une position dogmatique unique, le principe de zonage. Tout déchet provenant d'une zone nucléaire est considéré comme radioactif, même si on ne détecte rien, par principe de précaution absolue. Cela signifie qu'en France, on enterre des milliers de tonnes de ferraille saine dans des centres de stockage coûteux, juste parce qu'elle vient d'une centrale. C'est un gaspillage de place et d'argent monumental, critiqué par l'autorité de sûreté elle-même. Récemment, la loi a changé, en 2022, pour permettre, timidement, un peu de recyclage. Notamment pour fondre ces métaux et en refaire des fûts de déchets nucléaires. La boucle est bouclée. Le métal de la centrale sert à emballer les déchets de la centrale. C'est une économie circulaire radioactive. Alors, que conclure de cette plongée dans les entrailles de la bête? Le démantèlement nucléaire est une leçon de modestie technique. Il nous rappelle que toute technologie a un cycle de vie. Nous avons été fascinés par la naissance de l'énergie atomique, par la puissance de la fission. Nous avons négligé sa mort. Aujourd'hui, nous devons gérer le cadavre. Ce n'est pas forcément une condamnation du nucléaire en soi. L'énergie éolienne ou solaire a aussi ses problèmes de déchets, pales en composite, panneaux photovoltaïques. Mais c'est un rappel de la complexité unique de l'atome. L'énergie nucléaire est la seule industrie humaine qui doit gérer ses déchets sur des échelles de temps géologiques. C'est la seule industrie où le nettoyage de l'usine coûte aussi cher que l'usine elle-même. Dans les années à venir, nous allons voir des images spectaculaires, des dômes de béton s'effondrer, des robots découper des cuves sous l'eau. Mais l'image la plus forte sera peut-être celle de l'absence. Un jour, à Fessenheim, à Philipsbourg, Zian, il n'y aura plus rien. Juste une prairie. Des enfants joueront au ballon là où, 50 ans plus tôt, des neutrons fracassaient des atomes d'uranium à la vitesse de la lumière. Sous leurs pieds, le sol sera propre. Mais quelques centaines de kilomètres plus loin, dans des galeries profondes creusées dans l'argile ou le granit, l'héritage de cette énergie continuera de chauffer la roche, silencieusement, pour les millénaires à venir. Nous avons réussi à maîtriser le feu de Prométhée. Nous apprenons maintenant, douloureusement et à grands frais, comment éteindre les braises sans nous brûler les mains. Le démantèlement n'est pas la fin du nucléaire, c'est sa maturité. C'est le moment où l'industrie passe de l'adolescence conquérante à l'âge adulte responsable. Et comme souvent, l'âge adulte commence par le paiement des factures en retard. Nous avons jusqu'ici décrit le scénario idéal, celui d'une mort programmée, contrôlée, propre. C'est le scénario où les ingénieurs ont le temps, où les plans sont disponibles et où la radioactivité est contenue dans des circuits connus. C'est la belle mort d'une centrale. Mais il existe une autre réalité du démantèlement, une réalité cauchemardesque, où la théorie ne s'applique plus, où les robots meurent en quelques minutes et où l'argent ne se compte plus en milliards, mais en dizaines de milliards. C'est le démantèlement post-accidentel. Il est impossible de traiter ce sujet sans plonger dans les trois plaies ouvertes de l'industrie nucléaire. Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Ici, on ne parle plus de déconstruction, on parle d'exorcisme industriel. Commençons par le cas souvent oublié, car il a été réussi. Three Mile Island, aux États-Unis. En 1979, le cœur du réacteur numéro 2 fond partiellement. C'est la panique. Quand la situation se stabilise, les ingénieurs se retrouvent face à une boîte noire. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Les sondes sont grillées. Il leur faudra 3 ans juste pour oser glisser une caméra à l'intérieur de la cuve. Et ce qu'ils voient les glace d'effroi.
Le cœur n'est plus un assemblage géométrique de crayons combustibles, c'est un tas de gravats fondus. 50% du cœur a fondu. 20 tonnes de métal en fusion ont coulé au fond de la cuve. Comment nettoyer ça? On ne peut pas décharger le combustible car il est collé aux parois. Ils ont dû inventer une technique inédite, le carottage hydraulique. Ils ont broyé le cœur fondu sous l'eau avec des outils de forage, comme on creuse un puits de pétrole, pour aspirer les débris morceau par morceau. Le nettoyage a duré 14 ans. Il a coûté 1 milliard de dollars de l'époque, pour un réacteur qui n'avait fonctionné que 3 mois. C'était un avertissement. Un accident nucléaire tue l'économie de l'opérateur instantanément. Aujourd'hui, TMI-2 est en safe store. Le bâtiment est scellé, attendant que la radioactivité résiduelle baisse encore, probablement jusqu'en 2050. Mais TMI n'était qu'une répétition générale pour l'enfer ukrainien. Tchernobyl. Le nom seul évoque la ruine. Là-bas, le démantèlement n'est pas une option technique. C'est une guerre de tranchées contre l'invisible qui dure depuis 1986. Le premier sarcophage de béton et d'acier, construit à la hâte par des liquidateurs héroïques sous une pluie de radiation, menaçait de s'effondrer. S'il tombait, il soulevait un nuage de poussière radioactive sur toute l'Europe. La réponse du monde a été de construire la plus grande structure mobile terrestre de l'histoire, l'Arche de Tchernobyl, le New Safe Confinement. C'est un hangar titanesque, haut de 108 mètres. On pourrait y mettre la Statue de la Liberté ou le Stade de France. Il a été construit à l'écart, en zone propre, puis glissé sur des rails au-dessus du vieux réacteur explosé. C'est une prouesse d'ingénierie civile française. Vinci, Bouygues. L'arche est conçue pour durer 100 ans. Elle est étanche, climatisée, pour empêcher le vieux sarcophage de rouiller. Elle possède des ponts roulants robotisés accrochés au plafond. Mais l'arche n'est pas la solution. C'est juste une cloche à fromage posée sur le problème. Le vrai problème est toujours dessous. À l'intérieur du réacteur numéro 4, il y a le pied d'éléphant. Une masse de corium, mélange de lave, de béton, d'acier et d'uranium qui a coulé dans les sous-sols. Personne ne sait comment l'enlever. C'est trop radioactif pour les humains, trop complexe pour les robots actuels. Le plan ukrainien est vertigineux. Ils espèrent commencer à démanquer le corium vers 2065. D'ici là, on surveille, on maintient l'arche, et on espère que la technologie fera un bond quantique. Tchernobyl est un chantier perpétuel, une tumeur enquistée au milieu de l'Europe. Et puis il y a Fukushima, le défi actuel. Si Tchernobyl était une explosion, dispersion, Fukushima est une fusion triple, concentration. 3 cœurs ont fondu. Le corium a percé des cuves et a coulé dans le béton de l'enceinte de confinement. La situation est infiniment plus complexe qu'à Tchernobyl pour une raison simple. L'eau. La centrale est au bord de la mer, sur une nappe phréatique. L'eau souterraine coule naturellement de la montagne vers l'océan, en passant sous les réacteurs brisés. En passant, elle se charge en radioactivité. Pour arrêter cette hémorragie, les Japonais ont construit quelque chose qui relève de la science-fiction. Le mur de glace. Ils ont enterré des tuyaux verticaux tout autour des 4 réacteurs, sur 1,5 km de périmètre, à 30 mètres de profondeur. Ils y font circuler un liquide réfrigérant à moins 30 degrés Celsius. Le but? Geler le sol. Créer une barrière de permafrost artificielle imperméable pour empêcher l'eau d'entrer et de sortir. C'est une solution désespérée qui consomme une énergie folle. Mais ça marche, à peu près. Pourtant, l'eau s'accumule toujours, celle qu'on injecte pour refroidir les débris. Elle est pompée, traitée par le système ALPS, qui retire 62 isotopes radioactifs, sauf le tritium, et stockée dans des milliers de citernes immenses qui ont envahi le paysage. En 2023, le Japon a commencé à rejeter cette eau tritiée dans le Pacifique, provoquant une crise diplomatique avec la Chine et la Corée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de place. Pour démanteler, il faut de la place pour les machines. Les citernes bloquent le chantier. Il fallait vider pour avancer. L'étape suivante à Fukushima est l'Everest du démantèlement. Aller chercher le corium. On ne sait même pas exactement où il est. Il ressemble à des éclaboussures de lave durcie,
collés partout dans l'obscurité des enceintes inondées. TEPCO, l'opérateur, envoie des robots explorateurs, des serpents, des scorpions. Le taux de survie de ces robots est faible. L'électronique. Grille. Les caméras noircissent sous l'effet des rayons gamma. La stratégie actuelle consiste à utiliser des bras robotiques géants, comme celui construit par le Royaume-Uni, long de 20 mètres, pour passer par les petits orifices de maintenance et gratter, miette par miette, le combustible fondu. On parle de quelques grammes extraits par jour. Il y a 880 tonnes à sortir. Faites le calcul. Le gouvernement japonais parle de 30 à 40 ans de travaux. Les experts indépendants parlent de 60 à 100 ans. Fukushima ne sera pas rendu à la nature avant le 22e siècle. Ces catastrophes mettent en lumière une faille majeure de l'industrie, l'absence de standardisation internationale du worst case scénario, scénario du pire. Chaque pays bricole ses solutions. Les Français font une arche, les Japonais font un mur de glace, les Américains font du carottage. Il n'y a pas d'usine mondiale de robots anti-catastrophes. Quand l'accident arrive, on perd des années précieuses à concevoir des prototypes sur mesure. Mais quittons l'horreur des accidents pour aborder un autre aspect fascinant et méconnu du démantèlement, la géopolitique de la déconstruction. Car savoir démanteler est en train de devenir un attribut de puissance. Pendant longtemps, la puissance nucléaire se mesurait au nombre de réacteurs qu'un pays pouvait construire et exporter. La Russie, Rosatom, et la Chine sont aujourd'hui des leaders de la construction. Mais l'Occident, France, USA, UK, qui a arrêté de construire massivement, est en train de devenir le leader de la déconstruction. C'est un soft power étrange. L'Allemagne, par exemple, qui a décidé de sortir totalement du nucléaire, Energiewende 2, est en train de devenir le laboratoire mondial du démantèlement efficace. Comme ils doivent démanteler 17 réacteurs en même temps, ils industrialisent le processus. Ils créent des usines de découpe à la chaîne. Ils développent une expertise unique. Demain, Chine devra démanteler ses premières centrales, construites dans les années 90. Elle devra peut-être appeler les ingénieurs allemands ou français. Le savoir-faire s'inverse. Cependant, cette compétence pose un problème stratégique pour les armées. Le nucléaire civil et militaire sont des frères siamois. Les ingénieurs qui maintiennent les réacteurs des porte-avions ou des sous-marins sont formés dans les mêmes écoles que ceux du civil. La chaîne d'approvisionnement, les forges, les fabricants de pompes, est la même. Si un pays démantèle tout son parc civil et arrête de construire, comme l'Italie ou potentiellement l'Allemagne, il perd son écosystème nucléaire. Comment maintenir une force de dissuasion nucléaire ou une propulsion navale si vous n'avez plus d'industrie nationale? Si vous n'avez plus de soudeurs certifiés nucléaires parce qu'il n'y a plus de chantier? Le démantèlement massif est vu par certains stratèges comme une menace de déclassement technologique. Pour garder la compétence, il faut garder des réacteurs en vie ou en démanteler tellement lentement qu'on maintient artificiellement l'activité. Enfin, il faut se projeter vers la science-fiction, qui pourrait bien devenir science tout court. Existe-t-il une balle magique pour éviter le stockage éternel des déchets que nous sortons de ces centrales? La réponse est peut-être la transmutation. C'est le Graal de la physique nucléaire. L'idée de prendre les déchets à vie longue, les actinides mineurs comme l'américium, le neptunium, le curium, ceux qui restent dangereux 100 000 ans, et de les remettre dans un réacteur spécial pour les bombarder de neutrons rapides. En les bombardant, on les casse, fission, ou on les transforme en éléments à vie courte, 300 ans. On change l'échelle de temps du problème, de géologique à historique. Des projets existent. Le réacteur de recherche MIRA en Belgique, ou les concepts de réacteurs à sel fondu. On parle aussi de laser de puissance pour transmuter les déchets, prix Nobel de Gérard Mourou. Si cette technologie fonctionne à l'échelle industrielle, elle révolutionnerait le démantèlement. On ne chercherait plus à enterrer les déchets, on les utiliserait comme carburant pour une nouvelle génération de machines. Le déchet deviendrait ressource. C'est le concept de la fermeture du cycle. Mais soyons réalistes, ces technologies sont encore expérimentales et coûtent des fortunes. Pour l'instant, et pour les décennies à venir, la pelle et le béton restent nos seuls outils.
Au terme de cette enquête, l'image qui se dessine du démantèlement nucléaire est celle d'une confrontation brutale avec la réalité matérielle. Nous vivons dans une société virtuelle, instantanée, du cloud. Nous avons l'habitude de cliquer pour effacer, mais l'atome ne s'efface pas. Il est lourd, il est là. Le démantèlement est l'industrie de la conséquence. C'est l'endroit où l'on paie le prix de nos choix passés. C'est aussi, d'une certaine manière, une forme d'artisanat de haute technologie. Il y a une beauté étrange à voir ces équipes humaines, aidées de robots, désosser avec une précaution infinie les temples de l'énergie du XXe siècle. C'est un travail de soin, care. On prend soin de la matière blessée pour qu'elle ne blesse personne d'autre. L'histoire du nucléaire n'est pas finie. Elle entre simplement dans son deuxième acte. Un acte moins flamboyant, moins héroïque que la conquête de l'atome des années 50, mais infiniment plus complexe et mature. Ceux qui construiront les centrales du futur, s'il y en a, devront d'abord prouver qu'ils savent détruire celles du passé. Le ticket d'entrée pour la renaissance nucléaire, c'est la réussite du grand nettoyage. Et ce nettoyage, qu'on le veuille ou non, sera le grand projet industriel, environnemental et éthique de notre siècle. Si le démantèlement français ou américain ressemble souvent à un chantier de construction qui tourne au ralenti, il existe un endroit en Europe où l'on a décidé de changer d'échelle. Un endroit où le démantèlement est devenu une science exacte, froide et efficace. Direction le nord de l'Allemagne, sur les rives de la mer Baltique. Bienvenue à la centrale de Greifswald. C'est un héritage de l'ex-RDA, Allemagne de l'Est. 5 réacteurs soviétiques, VVER 440. Des machines robustes, mais brutales. Après la réunification, l'Allemagne a décidé de tout fermer. Mais au lieu de découper les réacteurs, petit bout par petit bout au fond de la piscine, ce qui prend des années, les ingénieurs allemands ont eu une idée audacieuse. Et si on sortait tout de suite, pour le découper ailleurs? Ils ont construit ce qu'ils appellent la Dismantling Factory, l'usine de démantèlement. C'est un hangar gigantesque, immaculé, qui ressemble plus à une chaîne de montage d'Airbus qu'à une zone nucléaire. La technique est spectaculaire. Il ne découpe pas la cuve sur place, il la soulève entière. Imaginez soulever un cylindre d'acier radioactif de 500 tonnes, d'un seul bloc, de le poser sur un transporteur blindé à 1000 roues et de l'emmener dans l'usine d'à côté. Une fois dans l'usine, la cuve est posée sur un tour géant. On ne découpe plus sous l'eau avec des robots lents, on découpe à l'air libre et dans des caissons ventilés, avec des scies à ruban industriels géantes. C'est du travail à la chaîne. Station 1, on coupe le couvercle. Station 2, on retire les échangeurs. Station 3, on tronçonne la cuve en rondelles, comme des tranches d'ananas. Station 4, on compacte les déchets avec une presse de 2000 tonnes qui réduit le volume par 10. Cette méthode, Greifswald, est le modèle absolu de l'efficacité. Elle permet de travailler en parallèle sur plusieurs réacteurs. Pendant qu'on découpe la cuve du numéro 1, on transporte celle du numéro 2. Les ouvriers sont spécialisés. Celui qui coupe ne fait que couper 8 heures par jour. Il devient un virtuose de la scie. C'est cette industrialisation qui manque cruellement ailleurs. En France ou aux USA, chaque chantier est un prototype, one of a kind. En Allemagne, c'est devenu une série, first of a kind versus nth of a kind. Pour atteindre cette efficacité, de nouvelles technologies de découpe ont dû être importées du monde des carrières de marbre et adaptées au nucléaire. Parlons du câble diamanté. C'est une technologie fascinante pour le béton. Quand il faut raser les bunkers biologiques, les murs de 2 mètres d'épaisseur qui entouraient le cœur, on n'utilise plus de marteau-piqueur, trop de poussière. On perce des trous. On y passe un câble en acier serti de paires de diamants industriels. On fait une boucle. Et un moteur fait tourner ce câble à 100 km/h. Le câble scie le béton armé et l'acier comme du beurre. En silence, sans vibration. On peut découper des blocs de 50 tonnes de béton proprement, comme des Legos, pour les évacuer entiers.
C'est propre, c'est net, c'est chirurgical. Mais la technologie ne s'arrête pas à la découpe brute. Il y a la décontamination cryogénique. Comment nettoyer une surface métallique peinte qui est contaminée en surface sans utiliser des tonnes d'eau ou de produits chimiques qui créent des effluents liquides qu'il faut ensuite traiter? On utilise la glace carbonique, CO2 solide. On projette des billes de glace à vitesse supersonique sur le mur. Au choc, la bille explose et se sublime, passe de solide à gaz. Cette micro-explosion décolle la saleté radioactive. Le CO2 s'évapore dans l'air, filtré. Il ne reste au sol que la poussière de peinture radioactive qu'on passe à l'aspirateur. Zéro déchet liquide. C'est le rêve de l'opérateur. C'est utilisé pour nettoyer les outils, les vêtements vinyles et certaines pièces moteurs. Cependant, malgré ces prouesses techniques, une question demeure pour l'avenir. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre de nos erreurs? Les ingénieurs qui dessinent les réacteurs de demain, les EPR, les AP1000, pensent-ils à leur mort? C'est le concept du Design for Decommissioning, DFD. Dans les années 70, on s'en fichait. On coulait des tuyaux dans le béton sans accès. Aujourd'hui, pour démonter ça, il faut casser le mur. Les nouveaux réacteurs sont conçus modulaires. On prévoit des trappes d'accès assez grandes pour sortir les générateurs de vapeur entiers. On utilise des bétons spéciaux, avec moins d'impuretés, cobalt, europium, pour qu'ils s'activent moins sous les neutrons. On documente tout en 3D dès la construction, le fameux jumeau numérique, natif cette fois. Et puis, il y a la promesse des SMR, Small Modular Reactors. Ces petits réacteurs, que Bill Gates et d'autres promeuvent, sont vendus avec un argument massu. Ils sont faciles à installer et faciles à enlever. L'idée est que le réacteur est une cartouche. Quand il est en fin de vie, on ne le démonte pas sur place pendant 20 ans. On charge le module entier sur un camion ou une barge et on l'envoie dans une usine centralisée, type Greifswald, pour être recyclé. Le site redevient vert en quelques mois. Sur le papier, c'est génial. En réalité, cela pose un problème logistique effrayant. Cela veut dire qu'on va transporter des réacteurs entiers, hautement radioactifs, sur les routes et les fleuves. Le démantèlement ne sera plus un problème statique, mais un problème nomade. Enfin, il faut aborder le facteur humain sous un angle que nous n'avons pas vu, la pénurie de compétences. C'est le talon d'Achille de toute cette industrie. Le métier de démanteleur n'existe pas vraiment. C'est un assemblage de métiers, soudeur, tuyauteur, logisticien, radioprotectionniste. Or, le monde manque de soudeurs. Pourquoi un jeune soudeur irait-il travailler dans une centrale en démantèlement, où il doit porter 3 couches de combinaison, passer 1 heure au vestiaire pour 2 heures de travail effectif, et être surveillé par des dosimètres, alors qu'il peut gagner autant, voire plus, sur un chantier naval ou pétrolier, à l'air libre, en t-shirt. L'attractivité de ces métiers poubelles est faible. L'industrie nucléaire doit payer des primes de pénibilité radiologique de plus en plus élevées. On voit apparaître une sociologie particulière sur ces chantiers. Les nomades du nucléaire. Des intérimaires, souvent venus d'Europe de l'Est ou de pays tiers, qui vont de centrale en centrale, prenant leur dose maximale légale annuelle en quelques mois, avant d'être mis au chômage forcé le temps que leur compteur dose retombe. C'est le prolétariat de l'atome. Le démantèlement est donc bien plus qu'une affaire de scie et de robots. C'est un miroir grossissant de nos sociétés industrielles. Il nous oblige à regarder ce que nous avons produit, ce que nous avons consommé et ce que nous laissons. C'est une industrie de l'humilité, mais aussi de l'innovation contrainte, car nous n'avons pas le choix. Les centrales sont là. Les 200 000 tonnes de béton de Fessenheim ne vont pas s'évaporer. Nous sommes condamnés à devenir intelligents, efficaces et patients. Et peut-être que, dans 50 ans, quand la dernière centrale de première génération aura été transformée en pelouse, nous pourrons dire que nous avons enfin maîtrisé l'atome. Non pas le jour où nous l'avons allumé, mais le jour